Je suis sûr qu'on s'est vu quelque part, je te disais, mais j'arrive plus à remettre où. Et je pense qu'il y a des salons, mais en plus, moi, qui suis dans le digital depuis 20 ans, si tu veux. Alors, le groupe Positive, c'est plus nouveau pour moi, je dois dire. Mais je devais commencer par dire le groupe Positive et le redire encore 2 ou 3 fois parce que c'est quand même important. Et on retire tout doucement le groupe. C'est voilà. Positive, tout court. Ok, Positive, voilà, c'est bien. Mais qui s'appelait auparavant Sarbacane, ou en tout cas le logiciel SaaS principal du groupe, j'imagine, ou de Positive. C'est toujours la plus grosse activité du groupe. C'est vraiment un OG, quoi. Dans le digital français, t'es vraiment t'as quand même une grosse voix de podcasteur, toi aussi. Ouais, alors en plus j'ai une voix en ce moment encore plus grave. On va crooner ce soir. Mathieu Tarnus, CEO de Positive. Donc ça va, Mathieu? Ouais, ça va super. Bon, je suis content de te recevoir là pour parler de tout ça parce qu'en effet, quand je dis un OG, donc c'est un terme que j'ai appris il y a 1 ou 2 ans avec le patron d'une start-up. C'était assez drôle d'ailleurs, qui a pas bien terminé d'ailleurs. Comment s'appelle cette boîte qui vendait des baskets, tu vois, qui est partie en carafe, ça te dit rien? Ça va me revenir. Et en fait, Sarbacane, c'est vraiment le premier logiciel que tu payais il y a 20 ans quasiment. T'avais besoin de Sarbacane. Il y a plus de 20 ans maintenant. Ouais. On a démarré en 2001. La vache. Donc, et voilà. Et j'ai toujours trouvé. Alors bon, le Sarbacane existe toujours comme logiciel. Toujours. Ok. Mais comme en tant que Sarbacane, la marque existe. Absolument. Ok. Très bien. Vous l'avez pas fait disparaître parce que c'est vraiment une belle marque en fait. Enfin, on nous a toujours dit ça, que c'était une belle marque et qu'il fallait la préserver. Maintenant, on est un groupe international. Et ça veut rien dire. Ça veut rien dire à l'international. Rien du tout. On a commencé à 10 ans avec l'Espagne, en essayant de garder la marque Sarbacane. Et les gens disaient Sarbacane, Sarbacané. Et comme ça voulait rien dire, ils prononçaient ça n'importe comment. Et donc du coup, on a décidé pour l'international de changer la marque. Donc t'as une double marque. Ouais. Une marque qui s'appelle Sarbacane. Qui commence à disparaître parce que maintenant les activités à l'étranger de Sarbacane, c'est plus Sarbacane. Mais à l'époque, on a fait le même produit, la même interface, et ça s'appelait Medify. Medify. Avec mail devant, Medify. Ok, Medify. Je crois que je connais cette marque aussi, d'accord. Medify, en plus, on a une anecdote là-dessus, c'est qu'on a eu un petit litige avec Google à l'époque, parce qu'ils ont lancé Gmailify, après que nous on lance Medify. Ok. Bon, on a essayé de défendre notre marque et on n'a pas réussi. Alors qu'ils ont lancé après vous? Oui. C'est chaud. Et que c'était une marque protégée. Oui, mais enfin bon, c'est Google. On a eu des piles comme ça de papier pour démontrer que Gmailify, ils avaient le droit, tout court. Et non, on a perdu. Mais c'est pas grave, parce que c'est l'anecdote. On a été en conflit avec Google, mais gentiment, on va dire. Et puis surtout après, on a mis de côté cette marque. Maintenant, c'est Sarbacane et on a d'autres marques à l'international qui sont d'autres produits, d'autres activités. Quand tu es en conflit avec Google et que tu fais de l'emailing, il n'y a pas un moment où tu te dis, attends, ils vont tout me coller ils vont me blacklister partout, je suis trop petit. C'est tellement grand que là, on est avec les services juridiques qui s'occupent de l'IP. Et ils sont pas du tout, ils analysent même pas ce que tu fais. Donc, ils disent pas, tiens, on va l'embêter sur tel sujet. Faut être un petit entrepreneur pour avoir cette façon de penser. Quand t'es Google, j'ai service juridique qui défend l'IP, point. Et quand ils réussissent, voilà, ils ont fait leur job. C'est leur job et puis ils y vont tellement fort. Moi, j'ai eu 1 ou 2 fois des affaires à des gros services juridiques. Trop bien. Ouais, non, super marque parce que Sarbacane, quand même, le métier de base, c'est d'envoyer des emails, des newsletters et les envoyer au bon moment à la bonne personne, enfin de tirer dans le mille, quoi. Et moi, j'aime bien le fou, tu vois. Donc c'était l'esprit. Hein. Ouais. Donc c'est vraiment très cool. Alors j'imagine que déjà c'est la première fois qu'on se voit pour présenter, poser les bases de cet épisode. Moi, je suis toujours assez content dans cet écosystème où vous venez de rencontrer. Toi, t'es souscripteur du fonds. Oui. T'es rentré quand dans le fonds? Je suis rentré cette année. Cette année? Début d'année, ouais. Début d'année. Et on se connaissait avec Arnaud depuis longtemps. Ouais. Ok. Et qui connaît aussi tout le monde dans le digital de toute façon. Donc et donc toi et moi co-invest dans pas mal de boîtes aussi. Hein, c'est vrai. Tu sais lesquelles? Silver, t'as fait? Non. Par contre, il y a Merci App. Oui, bien sûr, Merci App qu'on kiffe. Ça fait un peu peur la grosse vague de l'IA qui débarque en face, mais il a l'air serein. Moi, je suis toujours client et je kiffe toujours. Quoi. Arthur, tu connais son aventure, mais on a racheté Datananas, donc ça prend un boîte. Et quand il a souhaité partir de l'aventure, il m'a gentiment demandé si je voulais participer à son nouveau projet. Il m'en parle dans le podcast que j'ai fait avec lui, je crois. C'est possible. Je crois qu'il me le dit, ouais. Et sinon, le fourgon, peut-être, non? Le fourgon, non, je suis pas rentré dans le fourgon. J'aurais peut-être dû. T'aurais dû.
Ouais, j'aurais dû. Non, mais en fait, ça fait partie de ces boîtes où je l'ai reçu sur mon podcast et, Charles. et ça fait partie de ces boîtes qui te donnent très envie, mais je connaissais pas assez l'univers et moi je suis trop enthousiaste pour aller je vais dans tout et si j'engage, bon bref, je suis pas allé dans le fourgon. Mais maintenant j'ai OVNI qui choisit pour moi. Tu continues à faire des invests en direct? Il y a Roundtable aussi, je pense. Ah, Roundtable, ouais. Très heureux investisseur de Roundtable. J'ai milité très fort pour qu'on bosse avec eux d'ailleurs. Tu continues à faire des invests en direct? Ouais, toujours. Moi, je fais 4-5 invests par an. Ça s'accélère un petit peu. Okay. J'essaie d'organiser ça maintenant dans mes affaires. Vraiment une partie invest à côté et continuer à piloter le groupe. Mais c'est important, ouais, je trouve, d'aller redéployer un peu d'argent dans ces boîtes. Et j'essaie aussi de le faire de façon un peu différente de ce que j'ai construit. Je suis plutôt dans le software historiquement, dans le SaaS, dans la Martech. Et aussi sur l'île, parce que moi, le groupe est lillois, donc j'essaie d'investir un peu sur l'île quand même, malgré tout, parce que c'est important. Et puis, dans des univers, on parlait du fourgon juste avant, dans des univers qui s'éloignent un peu de la Martech. Et j'essaie de donner un peu de sens, quoi, à tout ce que j'ai fait jusque-là. Parce que servir du marketing pour les boîtes, tu te dis, depuis 20 ans, qu'est-ce que je construis exactement pour cette planète, quoi. Ouais, intéressant. Avec le fourgon, t'es servi là-dessus, c'est bien. Et en plus, c'est tellement dynamique l'île, cette région. Non, c'est vrai. On a un super véhicule qui est Euratechnologie. Ouais. Maintenant, ça doit avoir une quinzaine d'années Euratechnologie, et avec une très grosse activité d'incubation et surtout d'hébergement de start-up en tout genre. Donc c'est hyper sympa, c'est hyper vivant. Et puis il y a beaucoup d'entrepreneurs. C'est aussi beaucoup d'étudiants sur l'île. Donc très vite, t'as ceux qui souhaitent rebondir et entreprendre directement après les études, qui peuvent rester sur l'île. Mais pour moi, tu vois, tu prends, il y a la Bretagne un peu, mais toutes les autres régions de France. Enfin, s'il y a bien une région au-delà de l'Île-de-France, peut-être, mais qui peut représenter l'entrepreneuriat, c'est le Nord-Pas-de-Calais et l'île en particulier, non? Ouais, l'île et puis un petit peu aussi le sud. Moi, dans mon monde, je vois pas mal de boîtes sur le sud, Montpellier, mais Marseille. Il y en a pas, évidemment. Montpellier, je peux pas dire le contraire. Montpellier, Marseille, etc. Mais ouais, enfin, tu vois, t'as l'Empire Muliez et puis mais finalement, indirectement, même la famille Arnaud vient du Nord. Il y en a beaucoup, tu vois. Ils viennent de dire juste avant. Ouais. Toi, c'est une aventure qui est familiale? Ouais, on a démarré ça en famille. Okay. Tu parlais du nom Sarbacane, c'est pas de moi. Okay. Ni l'idée, qui est d'utiliser l'email pour faire du marketing direct, à l'époque on disait ça. C'était celle de mon père, qui était lui aussi entrepreneur et surtout, avant tout, informaticien. D'accord. Et qui programmait toutes sortes de logiciels. Il avait une société qui s'appelait GoToSoftware, et qui a fait plein de logiciels avant qu'on lance Sarbacane, plutôt dans la télématique. Qui faisait des logiciels pour d'autres ou pour lui? Ah non, pour lui. Enfin, on était éditeur, GoToSoftware était éditeur. Okay. Et il avait lancé en 82. Moi, j'avais 2 ans. J'ai 44 ans aujourd'hui, tu vois. J'étais bercé par l'imprimante qui imprimait les étiquettes des disquettes et la duplication des disquettes sur la tour dans le studio parisien. Je suis né en région parisienne à Marly, mais à Versailles, et on avait un appartement à Marly. Okay. Donc, j'ai vraiment été tout de suite dans le bain. Mais vous n'étiez pas connecté à Internet à ce moment-là? Ah bah non, 82, non. Par contre, il a choisi un angle. Enfin, quand il s'est lancé, il y a le PC qui arrivait en France. Okay. Donc c'est IBM qui lançait le PC et naissait en même temps que le PC, le Minitel. France Télécom lançait le Minitel. Et il s'est dit, je vais réunir ces deux technologies qui, pour moi, sont d'avenir, et je vais faire du logiciel autour de ça. Donc il a fait toutes sortes de logiciels qui réunissaient le Minitel et la micro-informatique. Comment tu réussis les deux? Tu pouvais brancher un ordi sur un Minitel? Il a commencé par faire un émulateur Minitel. Donc plutôt que d'utiliser le terminal, tu utilises ton ordinateur. Ça s'appelait Teamtel. Et c'était assez connu à l'époque. C'est beaucoup moins connu de la génération d'aujourd'hui, mais assez connu à l'époque. Ça a été après shippé directement par les fabricants d'ordinateurs qui te payaient à l'époque. C'était l'inverse. Ils te payaient pour installer ton logiciel dessus. Un socle de logiciel de base installé sur la machine. Teamtel. Donc c'est l'inverse, c'est-à-dire que tu vois, aujourd'hui tu dois payer, par exemple Apple pour être préinstallé sur un téléphone, et à l'époque c'était Apple ou le Amstrad de l'époque qui te payait pour avoir ton logiciel, parce que à la fois une fois qu'il est installé, il te rapportait plus rien aussi. C'était quand même la différence. Oui, c'était une licence. Tu vendais des licences, t'en vendais des dizaines de milliers. T'attendais les ventes de IBM et de HP pour savoir combien t'allais toucher à la fin du mois ou à la fin de l'année. Incroyable.
Et donc là, il a fait pas mal de logiciels autour de ça. Aussi tout ce qui est production, un peu comme les CMS, mais à l'époque pour produire des pages Minitel. Donc des outils qui permettent de produire un site Minitel. Je savais même pas que ça existait. Il fallait bien. Comme un WordPress du Minitel. C'est ça. Donc un Squarespace du Minitel. Ouais, c'est exactement ça. C'est énorme. Et aussi tout ce qui permettait de mettre en réseau le Minitel et de pouvoir aussi créer un backup de ce qui était consulté pour éviter d'avoir à payer les connexions. Parce que même Ah oui, j'allais te dire ça. Attends, mais je reviens sur le truc d'après. C'est tellement old school, mais le Squarespace du Minitel, ça me fait hurler de rire en fait. Comme quoi, si t'as bien suivi les trucs de l'époque, après c'est que de la réplique en fait. C'est assez drôle quoi. Enfin, à chaque nouvelle vague d'innovation, tu pouvais le faire sur le web, puis sur le mobile, puis en fait ouais, c'est que la même chose qui revient et qui revient et qui revient et qui revient en fait. Et on peut même dire qu'en France on était avant-gardiste parce que il y avait vraiment toutes les entreprises qui avaient leur page Minitel. Et donc il y avait des spécialistes qui produisaient les pages Minitel et tu avais des outils comme je me souviens même plus comment il s'appelait ce logiciel à l'époque, c'était vraiment il y a très longtemps, c'était dans les années 80. Mais voilà, il a fait vraiment tout ce que tu pouvais faire avec le Minitel et la micro-informatique. Et fin des années 90, ça commençait à tout doucement arriver à un plafond, tout ce qui était tout ce qu'on pouvait faire autour du Minitel. Là, il s'est tourné vers l'Internet. Alors moi, j'étais encore jeune. Il a lancé en 95 un provider dans le nord de la France qui s'appelait Nornet. Ok, oui. Et que tu connais encore peut-être aussi parce que belle marque qui existe toujours. Ouais. Revendu à France Télécom en 98. Donc une aventure très courte. 95-98, 3 ans, mais une aventure extraordinaire puisque c'était vraiment à l'époque où toutes les régions créaient des opérateurs pour ne pas dépendre justement des opérateurs parisiens. Je vais refaire mon vieux combattant, mais à l'époque on avait des communications téléphoniques qui étaient plus chères quand on t'appelait à Paris qu'en région. Voilà, c'est pareil. Hein. Je pense que les gens d'aujourd'hui ne comprennent pas ça, mais et on faisait le 01 avant, alors qu'il n'y avait même pas encore le 01 avant, et tout ça, ça coûtait plus cher. Donc quand on se connectait à Internet, les providers étaient que hébergés sur Paris. Et du coup, quand on voulait se connecter à Internet, on se connectait avec un numéro de téléphone sur un service à Paris, on payait plus cher. Et donc ce que Thierry à l'époque a fait, Thierry mon père, c'est qu'il a juste fait une liaison entre Paris et Lille. Il a ramené un opérateur à Lille, ce qui permettait de au moins payer des communications locales. Et ça, toutes les régions de France l'ont fait à l'époque. Tous les opérateurs sont fait racheter ensuite par les gros opérateurs que sont. Et une liaison, ça veut dire quoi? Tu tires un câble? Il y avait des spécialistes de ça. Ouais. Donc c'est pas Nornet qui a tiré le câble, mais c'est Nornet qui s'est occupé de déployer la partie prestation opérateur sur la région Nord. Et ça a été une aventure très courte mais très riche, revenue en 98, et ce qui a permis de mettre un pied dans l'univers Internet. Pourquoi j'ai un Nornet.be qui existe? Ça a été en Belgique ou non? Alors, j'ai fumé peut-être. Peut-être qu'il y a eu un Nornet.be. Parce qu'il renvoie vers le .com quand je vois là. Mais Nornet, c'est ce qui était la grande fierté de Thierry à l'époque, c'était que France Télécom rachète, mais n'écrase pas avec sa marque, qui était Wanadoo à l'époque. Et Wanadoo rachetait plein d'opérateurs dans toutes les régions de France et écrasait de sa marque Wanadoo, avant Orange. Et Nornet, ils ont fait une étude, ils se sont rendus compte que c'était tellement puissant comme marque dans le Nord qu'il fallait pas écraser, qu'il fallait garder. Et Nornet est devenu une entreprise à l'intérieur du groupe France Télécom qui a produit pendant très longtemps beaucoup de services vendus à l'ensemble des clients Orange, que sont Securitou, que sont le relais Internet. Et aujourd'hui, leur prestation principale pour le groupe Orange, c'est de fournir la connexion satellite. Okay. Donc pour essayer de connecter les derniers kilomètres carrés qui ne sont pas connectés en France. Incroyable. Avec du satellite. Incroyable. Et toi, alors, comment tu débarques dans une aventure comme ça? Vous êtes combien d'enfants? On est 5 enfants, mais c'est pas du tout une aventure familiale, cette entreprise GoToSoftware, parce que voilà, on est 5 enfants, je suis l'aîné et je suis le seul qui, par mes choix et aussi par découverte de ce que faisait Thierry, s'est intéressé au software, s'est intéressé à l'entrepreneuriat. On est 5 frères et sœurs, on est deux entrepreneurs dans la famille. Il y a moi et ma deuxième sœur. Le reste, il y a une médecin depuis une semaine, voilà, la petite dernière. Et puis après, c'est un frère qui est dans le bâtiment, entrepreneur dans le bâtiment, et une sœur qui est indépendante et qui vit d'activité dans le sud de la France, mais pas forcément entrepreneur, non. D'accord. Mais toi, c'est pas une lignée tiens, mon fils aîné, tu vas prendre le relais, c'est pas. Non, dans le software, ça n'existe pas. Qui peut me donner un exemple? Dans le Nord, ça existe. Je crois qu'il n'y a qu'une seule société dans le software qui a pu faire ça, c'est Dassault Systèmes. C'est vrai. Mais j'en connais pas des entreprises, enfin
groupes familiaux comme ça qui dans le software qui se transmettent. Mais le software, c'est un monde qui évolue tellement vite et qui nécessite tellement de la passion dans nos valeurs et c'est ce que vraiment m'a transmis Thierry dans ce métier-là. C'est un monde de passionnés, très souvent de fondateurs et très très difficile de faire perdurer ça de génération en génération. Ça évolue tellement vite que c'est pas possible. Alors, faut que tu me racontes un peu parce que je vois que vous avez 35 000 clients à travers l'Europe. Mais on pourrait se dire, oui, c'est quand même des business, j'y vais volontiers, hein, mais un peu sécure parce que t'as du MRR, ça va pas s'effondrer comme ça. Si t'es pas complètement débile, tu dois pouvoir. Mais j'imagine que, pardon, hein, je suis pas dans la provoque, au contraire, justement, tu vas m'expliquer. Un Sarbacane, toi, quand t'es rentré dedans, c'était pas du tout un MRR, ARR, etc. Ah non, pas du tout. On était du pur software. Donc tu vendais, software, on vendait de la oui, licence. Il fallait juste vendre. Enfin, faut toujours d'ailleurs après, faut du service client. Puis t'as une sacrée concurrence aussi aujourd'hui. Mais voilà, si je veux un peu tordre le cou aux idées reçues, qu'est-ce que tu me réponds à ça? Je te réponds qu'on n'a vraiment pas commencé dans le SaaS. Ouais. Sarbacane, c'était pas du SaaS au départ. C'était même pas une application web. C'était un héritage qu'on avait de GoToSoftware, justement, c'était de faire du software natif. Ok. Donc c'était un exécutable qui s'installait sur une machine Windows. Et on n'envoyait même pas les mails par nos propres serveurs parce qu'on passait par la passerelle SMTP qui était installée dans le Outlook de la machine. D'accord. Donc on passait par... Tu sais que je l'ai utilisé ça. Je l'ai fait des setups SMTP sur Sarbacane, c'est sûr. Ah bah c'est ça. Il y a beaucoup de gens qui nous disent oui, Sarbacane, je vous ai utilisé il y a 10 ans, 15 ans. C'était chiant à faire, pas de votre faute. C'était juste chiant les SMTP. Faut quand même un peu s'y connaître, quoi. Mais non, parce qu'on avait une astuce, c'est qu'on allait récupérer automatiquement ce que tu avais déjà préconfiguré dans Outlook et Outlook Express. Ok. Donc on le récupérait. Et puis on le mettait en paramètre SMTP. Et toi, c'était ton premier job? T'es rentré dans l'entreprise familiale? Non, moi j'étais étudiant à ce moment-là. Et quand Thierry me parle de ce projet, il y avait même pas encore de nom, il y avait même pas le nom Sarbacane. Tout de suite, ça fait tilt. On échange beaucoup autour de ce métier parce que moi je fais des études de marketing. Ça aussi, c'était une influence. C'est lui qui m'a dit s'il y a un truc que tu vas faire dans l'entreprise, c'est du marketing parce que c'est marketing qui décide de tout. Donc fais des études de marketing. Alors il peut y avoir débat là-dessus d'ailleurs, parce qu'il y a beaucoup d'endroits où on te dit, je sais pas, tu vas dans un grand groupe, si t'es au commercial, à la finance, tu peux finir CEO. Si t'es au marketing, à la communication, ça n'arrivera pas. Tu vois ce que je veux dire? Ouais, bien sûr. Alors que là, toi, vous avez un chemin différent. C'est intéressant. Ouais, mais celui qui moi pour le coup, pour avoir participé à des réunions dans beaucoup de domaines, dans nos métiers de software, que ce soit dans la sécurité, dans le marketing, forcément c'est une évidence, mais très souvent, le marketing vient mettre son nez dans les décisions et dans les réunions. C'est pas la même chose pour tous les services. Alors les achats, bien sûr, forcément la finance, mais le marketing a vraiment son mot à dire dans tous les projets d'une entreprise. Et donc je fais ça, et puis très vite, je découvre les théories du marketing. Je les confronte parce que j'habitais encore chez mes parents à l'époque. J'ai fait une école lilloise, donc on m'a gentiment dit si tu fais une école à Lille, la maison est pas très loin de Lille, tu restes à la maison. Ça me convenait très bien. Donc on échangeait très souvent. l'IESEG ou l'EDEC? Non, j'ai fait l'ISEG. ISEG, ah ok. ISEG. Il y a l'ISEG et l'IESEG? Ouais, il y a l'ISEG et l'ISEG, exactement. Okay. Qui est pas forcément qui figure pas forcément dans les hauts classements, mais qui a une particularité qui était très très bien, c'est que ça te met vraiment le pied à l'étrier du monde de l'entreprise. Ouais. Dès la première année, tu dois aller en entreprise. Trop bien. Et puis ils t'apprennent aussi très vite le monde professionnel, ils t'envoient sur les salons. Et moi j'ai découvert le marketing direct, comme on disait à l'époque, le marketing direct sur les salons. Et j'ai découvert le plus beau stage. Et donc on échange là-dessus. Et puis Thierry me parle de son projet de faire un logiciel d'emailing, donc essayer de dupliquer ce qu'on fait avec du papier dans les entreprises sur le canal email. Et on échange là-dessus à la maison. Et moi je crée une première boîte qui s'appelle Datalist et qui en gros fait la même chose que Sarbacane mais en full service. Alors attends, on est en quelle année déjà là? On est en 2001. 2001, ok, pleine d'explosion de la bulle. Ouais. C'est fou, tu te dis. Alors on commence en 2001, on commence quand même vraiment à tout savoir des mails quand même. Pas tant que ça. Ah ouais, pas tant que ça. Non, pas tant que ça, parce que justement l'idée de Datalist, c'est venu d'une première confrontation de Sarbacane au marché. C'est que les gens veulent utiliser Sarbacane mais n'ont pas d'email et n'ont pas les emails de leurs clients. Et donc l'idée c'est d'accompagner les clients dans une démarche d'enrichissement de leur base de données pour collecter l'email tout doucement et pour ensuite prester pour eux les campagnes. Donc attends, et Sarbacane n'existe pas encore et toi tu crées ta première boîte? Sarbacane démarre. Okay. En bêta test, je démarre vraiment en utilisant la bêta test de Sarbacane.
on améliore en permanence. Et je lance Datalist en décembre 2001 et Sarbacane est né en septembre, est sorti en septembre 2001. Ok. Bonne date. C'est passé c'est passé pas mal de choses en septembre 2001, effectivement. Et toi, c'est pas concurrent. Non, c'est pas concurrent parce que Sarbacane, c'était plutôt les commerciaux de chez GoTo qui me renvoyaient des clients de temps en temps parce que c'est des clients qui ne comprenaient rien du tout, qui voulaient faire de l'email, de l'emailing, de la newsletter, mais qui ne comprenaient rien et qui n'allaient pas savoir utiliser l'interface. Et je faisais vraiment tout de A à Z, le full service. Vraiment, je m'occupais des campagnes pour eux. Et toi, donc en 2001, 2002, t'es en deuxième année, première année, deuxième année? Troisième année d'école de commerce. Troisième année. Tu crées une boîte. Côté solo dedans? Je suis solo, c'est un deal que j'ai fait avec mon directeur d'école. C'était ma première négo, c'était de négocier mon temps de stage, qui était 2 jours par semaine, 2 ou 3 jours par semaine, de décembre à juin, en création d'entreprise. Donc il m'a regardé de travers en me disant, je pense que tu es en train de m'avoir. C'est clair. Et donc j'ai dû faire un business plan pour lui expliquer que c'était un vrai projet. C'est tellement bon ça. Moi j'aurais rêvé de faire ça. Je l'ai pas fait, mais c'est extra. Ouais, on était 2 à l'époque de cette promo à se lancer, à entreprendre. À la fois, il y a une négo possible de dire c'est pas le principe du stage, quoi. Le stage, tu dois quand même aller apprendre des choses chez d'autres. C'est vrai qu'on pourrait te remettre ça dans la gueule, mais complètement. Je trouve ça aussi génial en soi de se dire vas-y, fonce, prends-toi des portes et puis t'apprendras bien tout seul, quoi. Et je m'en suis pris des portes. C'était hyper intéressant. J'ai pris mon bâton de pèlerin. J'ai été découvrir ce métier qui est de l'email marketing, en allant à des conférences, en allant à des séminaires, en dépensant un petit peu d'argent pour un peu comme des professionnels, pour m'asseoir à un déjeuner où on apprenait les grandes théories autour de ce métier, de ce canal. Ça se mettait en place tout doucement. C'était vraiment les balbutiements d'emailing. Il y avait aucune règle. On pouvait vraiment faire ce qu'on voulait à l'époque. Et l'idée, c'était justement de faire des choses propres. Donc je découvrais ce qu'était la netiquette à l'époque, l'opt-in, l'opt-out, les concepts même pas encore vraiment légiféré. Et c'était hyper intéressant. Et je me suis vraiment, pendant les 2 dernières années de mes études, et encore 1 an après, perfectionné sur le métier d'emailing. T'as bossé combien de temps seul dans cette boîte? Pendant 2 ans et demi. Seul? Tout le long? Ouais. Non, j'avais recruté un dev, parce que j'ai un peu élargi après, j'ai fait aussi du web, comme beaucoup d'agences, on te demande de faire de l'email, mais faut bien que ça arrive sur une landing page quelque part. Hein, donc, t'as pas de landing page, ouais, c'est embêtant. Mais je vais t'en faire une rapidement. Donc, on a fait du web, un peu de web aussi, un peu sérieux, hein, avec la base de données, dans des sites avec un peu de back office, etc. Et puis, assez vite, avec cette expérience que j'avais accumulée sur le métier d'email marketing, avec Thierry, on se dit, on avait prévu de bosser ensemble. Parce que moi, vraiment, j'avais embrassé le métier du software, du développement et du marketing, donc on s'était dit peut-être dans 5 ans, 10 ans. Mais là, on s'est dit c'est maintenant qu'il faut le faire. Et on s'est associés. C'est ouf parce que il y a quand même des fenêtres dans des époques comme ça, où quand entre 2001 et donc 2004, par exemple, c'est ça où vous êtes associés, 2003, 2004 fin 2003, oui. Ouais, donc 2 ans. En 2 ans, sachant que le web sur Internet, ça existait depuis 2 ans ou 3 ans. Enfin, tu vois, oui, il y avait des trucs en 97, mais le vrai, tu vois, éclosion, c'était. En fait, en 2 ans, tu deviens. On peut même considérer que c'était après, parce qu'en 2001, il n'y avait plus aucune considération pour l'Internet. Oui, t'as raison. De ça, c'était que après la crise et la bulle, la finance, mais aussi les acheteurs ne voulaient plus entendre parler d'Internet. Acheter un site web, c'était terminé. Et les développeurs, il y en avait des tonnes et des tonnes sur le marché. Moi, je commençais à développer des petits trucs. Je n'ai jamais été dev, mais à faire des petites choses à tripatouiller. Mais finalement, tu vois, je m'y suis mis que très sérieusement en full time en 2005. Et même quand t'arrivais en 2007, 2008, donc je reprends même le truc 5 ans plus tard. Si t'avais 3 ans de web dans les pattes, t'étais dans le top 0,1% des plus experts. Tu vois ce que je veux dire? Donc toi, ce qui est marrant, ce que je veux dire là-dessus, je sais pas ce que t'en penses. Il y a plein d'autodidactes, des gens qui ont appris en 2 ans, qui étaient recrutés pour des gros jobs de développeurs. Mais il y a eu la même chose sur le mobile. Après, je veux dire, ceux qui ont compris la vague mobile en 2008, 2009, qui sont mis à développer des trucs, etc. En fait, en 2011 ou 2000, enfin, c'était des surexperts en fait. Moi, j'ai pas mal pris la vague réseaux sociaux, donc très expert création de contenu, gestion de communauté, etc. Ça, c'était vraiment je pense mon edge. Ça l'est encore pas mal d'ailleurs. Et est-ce qu'il y en a? Est-ce que la vague IA, selon toi, là,
ceux qui se mettent vraiment à donf, qui sont même pas devs, mais qui savent juste l'utiliser, le maîtriser, etc. Est-ce que c'est la même? Est-ce que ceux qui se mettent depuis 1 an ou maintenant, pendant 2 ans, à donf sur ChatGPT, Claude, Mistral et Anthropic, est-ce que dans 2 ans, ils seront tellement au-dessus qu'ils seront chauds bouillants? Je parle même pas des devs, je sais pas, mais... Je pense que oui. Alors on dérive un peu, mais j'ai un avis assez perso là-dessus, c'est que l'IA va révolutionner beaucoup de choses dans l'entreprise et qu'il va y avoir un peu comme ça fait un petit moment maintenant qu'on a des sociétés spécialisées dans la transformation digitale. Ça fait une dizaine d'années que les entreprises font beaucoup de chiffre d'affaires sur ce métier d'aller prendre une entreprise et la faire évoluer dans le temps en activant des leviers du digital. Il va y avoir pareil dans l'IA, des experts qui viendront dans les entreprises et qui vraiment révolutionneront l'ensemble des outils et des façons de faire, des façons de travailler entre les services. Et je pense aussi que, pareil, comme le digital et la transformation digitale, il y aura des entreprises, si elles ne le prennent pas, ce courant, qui vont se laisser dépasser. Donc c'est pas juste savoir utiliser ChatGPT et l'utiliser dans son travail pour aller plus vite. C'est vraiment voir comment l'IA peut profondément changer la façon de travailler. Et ça, je pense qu'il y aura des conseils et des grosses boîtes qui vont naître de conseils et qui apporteront. Alors, est-ce que ce seront les mêmes sociétés qui ont fait toutes ces transformations digitales que sont les Accenture, etc. Peut-être. Mais je pense qu'il y a la place aussi pour des experts. Parce que c'est quand même un truc qui est arrivé de nulle part. Et très souvent, on voit des experts très, très pointus dans l'IA que ne sont pas forcément les experts de la transformation digitale dans les grosses boîtes. Je te confirme, mais c'est vraiment le point que je voulais toucher là. Quand je vois ça, c'est que la valeur que tu avais en 2003, elle est comme ce dude de ton âge à l'époque, 23 ans, qui est depuis 2 ans à fond sur ChatGPT et sur tous les autres. En fait, si aujourd'hui il comprend plein de choses, il sait les relier, il sait faire tout ça, en fait, il est chaud bouillant, quoi. Je veux dire, si son père lui dit de s'associer avec lui, les deux font une bonne affaire. Mais complètement. Et puis en plus, si je me fais un peu une introspective, je reviens à cette époque-là, j'avais que ça à faire. Je n'avais que ça à faire. J'étais chez mes parents, j'avais pas de femme, pas d'enfant, j'avais mes études et mon travail, bien sûr, à accomplir, mais tu t'es un peu la fête quand même, ou non? Ouais, un peu la fête, mais ça c'est le divertissement. Mais t'as rien qui vient de polluer. Tu te concentres sur un sujet et tu le travailles à fond. Moi j'ai ce regret sur l'IA en ce moment. C'est-à-dire qu'il y a des moments, ça m'arrive de me faire des sessions de nuit et de me dire, allez, je me mets 3 heures et je vais jouer. Mais en fait, jouer sur l'IA, je veux dire. Mais en fait, j'ai déjà tellement 300 mails de retard et 12 000 messages qu'en fait, quand je fais ça, souvent, j'ai même pas la bande passante pour m'y mettre. Et honnêtement, ça me bute. Ça me saoule un peu. Il va falloir que je remédie à ça. Si je reviens là-dessus, vous vous associez donc en 2003? Ouais, on s'associe. Alors pas tout de suite, mais quelques années après. Je crois que c'était en 2004 ou 2005. Et donc tu vends ta boîte, tu la fermes? Alors Doctalis, je la mets en sommeil. Okay. Je l'ai fermée quelques années après, mais non, on s'associe. En fait, je reprends des parts que Thierry avait racheté à mon grand-père, à un oncle et aussi à un fonds. Okay. À l'époque, on avait un fonds qui était j'ai un trou, mais c'est un fonds qui existait déjà à l'époque des années 2000. Okay. 3i. Voilà, 3i Capital, ouais. Okay, ouais. Et qui faisait un gros nettoyage sur ses participations. Et quand il pouvait récupérer un peu de sous, il était content, parce que c'était un marasme. Et donc du coup, la proposition qu'ils nous ont fait était un peu la valorisation qui a permis de un peu nettoyer toute la table de capi. Et à ce moment-là, c'était mon grand-père qui avait dealé avec mon père en me disant, je veux bien te vendre les parts, mais elles vont directement à Mathieu. C'est Mathieu qui rachète et c'est pas toi. Ok. Et donc j'ai racheté les parts de mon grand-père. Et c'était une valo qui était vraiment au tapis, parce qu'il faut dire une chose, c'est que au tout début des années 2000, l'entreprise familiale est très mal. On n'avait pas réussi à transformer vraiment ce métier. Tu peux me la décrire? Ça veut dire quoi, ça va très mal? C'est quoi? T'as viré la moitié des gens, elle est passée? Ça veut dire que quand j'arrive, quand on décide de bosser ensemble avec mon père, il venait de faire une charrette de 25 personnes. Sur combien? Sur une 50aine de personnes. La moitié? Ouais. C'est passé de combien de chiffre d'affaires? Enfin, tu te souviens de ces trucs-là, plus ou moins, de perte, de machin? Au grand max, avant d'être vraiment dans ce point plus bas, on avait dû aller jusqu'à 2-3 millions, et après, même c'était en francs avant, donc c'était un peu plus, mais c'était ça, 2-3 millions, et là, on en faisait 1 million de chiffre d'affaires, moins d'1 million de chiffre d'affaires. C'est la terreur de la crise telle qu'elle est. Alors, il y a eu des belles histoires avant, j'ai parlé de Nornet tout à l'heure, qui nous a permis de mettre un peu d'argent de côté, mais cet argent de côté, il descendait à vue d'œil,
Et on a eu 2 boîtes qui étaient des filiales de GoTo à l'époque qui ont déposé le bilan. Et là vraiment on se dit faut rebondir, faut trouver les nouveaux produits qui vont nous permettre de réavancer. Et on avait cette activité Minitel qui ne faisait que des croîtes. Ah oui, tu savais qu'elle allait pas remonter a priori. Non, c'était terminé, on le savait. Comment ça se passe à la maison? Je veux dire, il y a tes frères et sœurs, t'es l'aîné, vous viviez tous sous le même toit encore à ce moment-là? Oui. T'es entrepreneur, toi, ton père l'est, vous êtes tous les deux. Comment tu le vis ça? Je veux dire, c'est l'enfer, c'est l'angoisse, tout le monde est stressé. Tu te souviens de cette époque? Ouais, je me souviens. C'était, j'ai vécu plusieurs moments. Alors, ce que j'ai plus compris, c'est justement à cette période-là, en fin des années 90, début 2000, quand ça commençait à être dur. Parce que les précédentes crises, j'étais trop jeune pour comprendre. Mais mon père on ressentait très fort la pression parfois qu'il avait au travail. Enfin vraiment, il était un petit peu irritable. Non, pas irritable, mais comme il était gros bosseur, on l'avait jamais vu à la maison, de 0 à 18 ans, je ne connaissais pas vraiment mon père. C'était un bosseur, il arrivait à 21h le soir, puis le soir, le week-end, le samedi et le dimanche, il allait bosser. C'est même d'ailleurs pour ça qu'au départ, moi, le développement logiciel, c'était pas du tout mon truc. J'avais pas envie de faire ça parce que je savais que c'était ce qui faisait que mon papa n'était pas à la maison. Mais j'ai appris à comprendre vraiment cette passion à partir de 18 ans. Et j'ai compris aussi quand tu entreprends les difficultés que tu vis au quotidien et quand tu rentres à la maison, parce que c'est difficile de couper quand même tous les problèmes que tu peux rencontrer au travail. Et je comprenais un peu mieux l'irritabilité que pouvait avoir Thierry. Pouvait s'enfermer vraiment à bosser et continuer à bosser à la maison très tard. Et voilà, mais en fait j'ai vraiment appris à découvrir mon père à partir de 18-20 ans. Là on s'est vraiment... j'ai même développé une complicité avec lui qui allait bien au-delà de notre relation de père-fils qu'on avait avant. Donc que tes frères et sœurs n'ont jamais eu? Qui ont eu beaucoup moins, ouais. Ça, je pense pas qu'ils me le jalousent, hein, mais effectivement, et le ressentait d'ailleurs. On se retrouvait, donc déjà on passait tout notre temps ensemble au travail, mais effectivement les réunions de famille, tu parlais que de boulot, on parlait que de boulot, et on se faisait engueuler par ma mère, par mes sœurs et mon frère. Et on a eu un beau frère qui nous a rejoint quand même, qui aimait le logiciel et enfin qui faisait du développement et qui avait fait une école et qui en alternance est venu chez nous et qui a bossé pendant longtemps avec nous. Donc on était à 3 sur un coin de table et on parlait boulot. C'est marrant parce que c'est dur de concurrencer ça. Je veux dire, dans les réunions de famille, quand on parle faut vraiment avoir des sujets intéressants pour que ce soit plus intéressant que le boulot en vrai. Oui, et en plus il avait un petit côté si ça m'intéresse pas, je vais pas faire semblant. Ouais. Donc il balayait les sujets qui n'intéressaient pas du tout. Par contre, dès qu'on en... T'as vu le chiffre là, on a fait ci, je vais faire ça lundi, d'accord. Qu'est-ce qu'on en tire de ces périodes? J'imagine peut-être que les subprimes après ça n'a pas été non plus, ça a été une petite douloureuse. Je sais pas comment est-ce que si t'as eu quelle crise t'as vécu, mais c'est intéressant ça. Tu vois, je trouve que là on est quand même dans un petit marasme pour beaucoup là, et qu'est-ce que t'as appris de ces moments-là? Il y en a pas beaucoup qui l'ont vécu dans le logiciel, ça. Comment on s'en sort? Qu'est-ce qu'on doit faire? Les premiers réflexes? Comment on appelle ça dans les avions là, tu sais, où la position latérale de sécurité, enfin les réflexes de survie et tout ça. Est-ce que tu peux me partager un peu ça? Ouais, alors c'est vrai qu'on a connu 3 crises. On est né dans une crise, la bulle Internet. On a connu 2008-2011 crise financière et ensuite la crise sanitaire 2020. Il y a eu des mini crises entre deux aussi. Il y a eu la grippe aviaire où il fallait développer les vagues d'attentats. Ouais. Voilà. En fait, nous, on a toujours bien vécu, et heureusement, on touche du bois, toujours bien vécu ces crises. Et même, ça a parfois été des moments très forts de notre développement. Alors, c'était soit lié à la crise, soit parfois un concours de circonstances ou une évolution de notre modèle. On parlait de software tout à l'heure, de SaaS. On a basculé sur du mode licence on-premise sur du SaaS en 2009. On-premise, c'est-à-dire que t'es sur les serveurs ou les ordinateurs de ton client. On vendait des licences. Tu vendais des licences. On a jusqu'à été à vendre le Sarbacane à la Fnac, chez Surcouf. En logiciel. On connaît plus Surcouf, mais des boîtes dans les rayons. On vendait Sarbacane à la Fnac. Aujourd'hui, ça c'est bien sûr terminé. On vend que en ligne et c'est des abonnements. Mais à l'époque, on vendait une licence. Et pour revendre
quelque chose au même client, et ben il fallait faire une version 2 du logiciel. Donc ça a été vraiment la suite de Sarbacane jusqu'à la version 3, et à la version 3, on passe en SaaS. Et la version 3, c'est 2009, c'est en pleine crise financière, et pour nous, ça a été un double sujet. C'était, les entreprises devaient faire des économies, et c'était même pas des enjeux écologiques, etc., c'est uniquement économique. On voulait plus envoyer de papier parce que ça coûtait trop cher voilà, et on voulait faire du mail, et ça a été vraiment un gros rôle de croissance, plus conjugué à cette bascule d'un modèle on-premise à du SaaS. Et pour nous, ça a été nos plus grandes années de croissance. On faisait à l'époque, en 2009, 75% de croissance. Ça a été notre max, ça. Incroyable. Et ça, toutes les crises. Alors, la crise sanitaire, pour nous, c'est pareil. On a eu très peur, comme tout le monde. Comme beaucoup d'entreprises, on a cru que c'était la fin pour tout le monde. Et très vite, dans ce réflexe qu'ont eu toutes les entreprises d'auto-survie, il y a eu beaucoup de communication. Et nos outils sont revenus en haut de la pile, parce qu'on était, depuis quelques années, un peu rangés dans les commodities, les logiciels, qui existent depuis un certain temps, mais qui sont plus... Des mails, de prévenir les gens, d'envoyer des textos, pardon. Et là, on s'est rendu compte que le canal communication email n'était pas forcément un canal à spam et à publicité, ça pouvait être aussi un vrai canal de communication. Ouais, quand il est bien utilisé, ça c'est sûr que moi j'ai été vraiment très tôt dans le retour de l'email, notamment sur les newsletters, tu vois, que je trouve vraiment intéressantes et que mes canaux privilégiés pour la lecture, tu vois. Tant qu'elle est sollicitée, je sais pas ce que tu lis toi, mais Time to Sign Off, Marc Fiorentino, tous ces trucs-là, je le lis aussi. Je le lis tous les jours et c'est vraiment. Peut-être pas tous les jours, mais. Ouais, Time to Sign Off, moi je le lis tous les jours. Ouais. Et l'email est toujours le canal plébiscité par les internautes pour consulter de l'information. C'est toujours le canal privilégié. Et vous avez jamais licencié depuis alors? Non. Je veux dire massivement. Chez Sarbacane. Ouais, ok. Et en revanche, il s'est passé quand même un truc, c'est que avant il y avait Sarbacane pour les Français, et puis depuis t'as Mailchimp, Brevo, je sais pas, il y en avait 1 million. Enfin, t'as une concurrence de malades, notamment sur le SaaS. Alors, il y a des acteurs qui sont nés en même temps que nous. Ouais. Que sont Mailchimp aux US, effectivement. Okay. Et puis d'autres qui sont nés un peu plus tard, qui n'ont pas eu les mêmes façons de se développer. Une particularité, c'est que j'entreprends en famille. Mon père a déjà sa boîte depuis 20 ans quand on lance Sarbacane à deux. Et il y a ce côté bootstrap, et qui en plus était une obligation, parce qu'en 2001, tu ne lances pas une start-up. 2001, la start-up, c'est un vilain mot. Donc il n'y a plus de financement. Donc c'est bootstrap ou bootstrap. Et tu fais petit à petit, avec notre cible qui était les PME et qui n'était pas forcément celles qui se mettaient au digital et à l'email marketing les premières. Donc il y a des boîtes qui ont des acteurs plus anciens qui ont servi les grands comptes et qui ont évolué très vite. Nous, ça a été très très long. Le développement de Sarbacane, ça a mis des années. Moi, je dis souvent 5 ans pour faire notre premier million, 10 ans pour faire 5 millions et 15 ans pour faire 10 millions. Et à partir de ces 15 ans, on a changé un peu notre stratégie et pour évoluer, parce qu'on avait les moyens en activant la croissance externe. 15 ans pour faire combien, t'as dit? 10 millions. 10 millions. Ouais, après ça. Mais après, et en revanche, 23 ans, 50 millions. Voilà. C'est ça, ce que j'allais dire. Ça s'accélère. Après, ça s'accélère. Alors, c'est aussi que ça s'accélère. C'est-à-dire que quand si t'arrives à maintenir des 20, 30, 50% de croissance, quand tu fais 1 million, ça fait que 500 000, c'est beaucoup, mais c'est pas fou. Quand tu fais 10 millions, ça fait 5 millions, quoi, tu vois. Enfin, oui. C'est aussi ça, hein. Mais c'est un apprentissage aussi, c'est que j'étais très frustré quand on a vraiment dans les premières années de développement de pas aller plus vite, parce qu'on réinvestissait simplement ce qu'on gagnait et donc on allait lentement. Quand j'ai 5 ans pour faire 1 million, une start-up te propose ça en BP pour une levée de fonds, elle se fait rayonner. Le million d'ARR, il faut le lancer, il faut l'avoir très très vite. À partir du moment où tu as des fonds, faut que ça aille. Les 5 millions, c'est dans les 3 ans, 3-4 ans. Donc, ça a été très lent, beaucoup de frustration de cela, mais avec le temps, j'ai compris que c'était une force. Parce que du coup, on avait 100% de notre capital. C'était hyper important, ça. Exceptionnel. Et que l'accélération, finalement, que tu as souvent en start-up en phase démarrage, tu peux l'avoir au bout de 15 ans et même 20 ans. Ce qui est difficile, je trouve, dans ces périodes-là, c'est que tu as quand même des vagues de boîtes qui arrivent en face, qui sont loadés de cash, qui ont un produit qui est souvent peut-être moins bon que le tien. Enfin, là, j'imagine que t'étais très poker face. Tu joues au poker, toi, ou pas? Parce que il me regarde, il bouge pas. Ouais, parce que j'hésite à reparler de la boîte que t'as citée tout à l'heure. Et qui te balance de la pub, qui sont partout, qui machin, qui truc, et toi,
Et puis, quand il y en a un qui disparaît, il y en a un autre qui arrive derrière et un autre qui Alors arrive moins derrière. maintenant. Effectivement, à une époque, c'était comme ça parce qu'effectivement, comme c'est un marché qui a grossi énormément très vite, il y a beaucoup d'acteurs qui sont arrivés sur ce marché en disant si eux ils gardent autant d'argent, on peut le faire pour moins cher et on va leur prendre les clients. Un peu moins aujourd'hui parce que c'est un marché qui commence à arriver à maturité, donc qui est plus sticky avec ses clients et il y a une couverture fonctionnelle. C'est 20 ans de développement, Sarbacane. Donc le marché est profond en features. Et pour arriver au niveau de features des solutions actuelles leaders sur le marché, bon courage. D'accord. Tu n'as pas un risque d'avoir une sorte de legacy d'un logiciel un peu pourri enfin, je dis pas que mais tu vois, faut pas se renouveler en permanence ou t'as une base qu'il faut renouveler, etc. Non, pas dans ces genres d'univers. Je sais qu'il y a plein de nouveaux qui arrivent qui sont pourris, hein, soyons honnêtes, hein, mais de te faire, je sais pas moi. Combattre par un mec qui arrive avec un truc beaucoup plus agile et tout, non? Si, on l'a vécu plusieurs fois, mais on essaie toujours, en tout cas sur l'entreprise qui est à l'origine du groupe Positive chez Sarbacane, on a toujours voulu garder l'agilité d'une startup. Okay. Même si on n'était pas sur le plan financier une startup, on a été dans l'innovation, dans les ruptures, dans l'avènement du mobile, etc. Vraiment hyper agile, hyper rapide dans nos évolutions. La seule peut-être particularité qu'on avait et qui a été un héritage, je parlais de Legacy, un héritage de l'ancienne société qui était GoToSoftware, parce qu'on faisait du software, du natif, donc de l'exécutable sur Windows et pour Mac, c'est d'être resté trop longtemps software. On était un client lourd qui s'est installé sur la machine et on n'a pas lancé une version web de notre application assez vite. Parce qu'on pensait l'originalité de Sarbacane, c'était justement d'être un client lourd. Et ça, cette mutation, elle est... Enfin, déjà, je trouve qu'elle est terrible parce qu'elle est hyper dure. C'est quand même quasi... Enfin, deux mondes différents. Le soft que tu installes et le soft en ligne, tu vois ce que je veux dire? Complètement. Et on pensait vraiment que notre clientèle retenait Sarbacane pour justement son client lourd. Et c'était une erreur, puisque quand on a lancé la version web, les gens ont basculé très très vite. Donc et la version web, en fait, finalement, ce qui est intéressant, c'est qu'elle est récente. Donc t'as peut-être pas un héritage techno qui est si mauvais ou si vieux ou si des années 90, quoi. Tu vois. On est né en 2001, on a lancé le modèle SaaS en 2009, je te le dis juste avant, et on a basculé sur du full SaaS, donc le modèle plus l'applicatif qui n'est plus installé sur le poste, mais qui est en ligne en 2016 ou 18, je ne sais plus. Enfin, hyper tard, 15 ans après la création. Et tu vois, moi, pour l'histoire, j'ai été je les cite un peu, mais bon, j'étais un moment chez Mailchimp sur ma newsletter. Et en fait, je pensais passer sur Substack, qui est quand même vraiment différent de ce que vous faites, je pense. Enfin, c'est plus éditorial. Et je suis allé chez Kessel. Tu les connais, Kessel? Non. Donc c'est des Français, Adrien Labastire. Et je note. Et attention, je suis pas en train de tacler Kessel. Je les adore. Je suis très content d'être passé chez eux. Mais je vois la difficulté que c'est en fait, tu dis, attends, ça va, on envoie des putains d'emails, quoi, c'est pas dur, tu vois. Et alors, ils m'envoient pas dans les spams, ça c'est sûr, mais je vois juste l'éditeur de temps en temps, tu vois, le pomme C, pomme V, tout con. Il y a des moments, en fait, le pomme C, il marchait pas, tu vois, je leur monte à Adrien, c'est réglé mais en fait, tu vois, et ils sont bons, hein, ils ont une bonne équipe et tout, mais en fait, il y a des petits détails où tu te dis, en fait, non, c'est de la broderie, ce machin. C'est ce que je dis, c'est la couverture fonctionnelle d'un outil emailing qui fait vraiment tout ce qu'on attend aujourd'hui d'un outil emailing, que ce soit la partie envoi de newsletter basique, mais aussi toute la partie automation, etc. C'est très très lourd. Le split AB, le tracking, enfin, vraiment, les softs d'emailing, c'est assez lourd en ligne de code. Hein. Et ils sont, j'imagine, ils sont tous ou beaucoup ont essayé en fait finalement de muter en une sorte de CRM. Tu as l'emailing. Vous, j'ai pas exactement l'impression que ce soit le cas. Non, parce qu'on a eu un parcours différent. C'est qu'à un moment donné, on s'est dit, on a une belle boîte qui est franco-française. Le défaut de Sarbacane, c'est qu'on est resté trop longtemps aussi. Ça, c'est un héritage aussi de GoTo, c'est de pas aller trop vite à l'international parce qu'on voulait reconstruire sur la rentabilité. On a toujours été rentable chez Sarbacane dès les premières années. Même quand on faisait 1 million, on était rentable. Et c'est ce qui nous a fait avancer lentement, mais sûrement. Et donc, l'international, on y arrivait tardivement. On a créé notre première filiale en Espagne en 2010. Et on s'est rendu compte que c'était très compliqué. Parce que le marché était déjà installé. Il y avait des équivalents de Sarbacane un peu partout. Et donc, on s'est dit que, pour se développer à l'international, il faudrait passer par de la croissance externe. Et donc, du coup, ça s'est fait. On a d'abord constaté. Il nous a fallu des années pour le constater, pour l'admettre.
Et on a commencé à vraiment se dire, tiens, il faudrait peut-être qu'on regarde pour acheter telle ou telle boîte en 2015-2016. Et donc Sarbacane est resté la solution franco-française, mais on a greffé à ce groupe plusieurs autres marques fortes sur leur territoire et parfois aussi des positionnements. C'est pas qu'une géographie, mais ça peut être aussi un segment de marché. Sarbacane est très fort sur le mid-market. On est né du SMB, vraiment du small, des petites boîtes, des PME. Mais aujourd'hui, on est plutôt basé sur les grosses PME ETI. Et on a une boîte dans le groupe qui est allemande, mais qui aujourd'hui sert aussi bien nos clients français que allemands, qui est Rapid Mail et qui sert le small. Ok. Et qui est beaucoup plus en frontal avec les marques que tu citais tout à l'heure. Et quand je vois, alors donc en effet, parce qu'il y en a plein qui deviennent CRM, là je vois que tu as donc Contact, Campaign, SendKit, Engage, Chat. Alors là, tu es chez Sarbacane, donc ça c'est la suite Sarbacane. Voilà. On a rajouté des couches. Engage, c'est Datananas, qui a été racheté donc en 2020. Ok. Qui est resté en standalone Datananas pendant un temps et qu'on a décidé de vraiment greffer à Sarbacane. Et les autres briques, c'est des briques qu'on a développées en interne chez Sarbacane, qui n'ont pas fait l'objet de rachat. Le chat, c'est un partenariat. Mais dans l'ensemble, ça c'est le silo Sarbacane. Mais à côté de cela, on a des marques plus spécifiques pour des besoins plus spécifiques. Par le CRM, on a une boîte qui s'appelle NoCRM dans le groupe. Okay. Et qui est interconnectée avec Sarbacane, mais qui est indépendante. Intéressant. Créer des landing pages. En fait, c'est marrant parce que tu te dis sur chaque univers, faut être super fort et c'est tellement concurrentiel, Forms, etc. À la fois, si tu arrives à faire un truc bien que tu le vends à tout le monde, c'est aussi assez puissant, quoi. Absolument. Et t'es pas allé dans la notif? Je pense à Batch depuis tout à l'heure. Si, on l'est avec notre marque user.com, user.com, qui est une boîte qu'on a rachetée en 2023 et qui est beaucoup plus B2C. Bon, bien sûr, je suis un peu gêné parce que Simon, on se connaît depuis très longtemps. On est même board member de plusieurs boîtes. On parlait de Fogon tout à l'heure. Ouais. On est tous les on adore Simon, mais c'est ok. Mais voilà, bon, après, c'est un marché qui s'élargit lui aussi, il fait de l'emailing maintenant. Hein. Ouais. Et vraiment, il en faisait pas. Il me disait, si un jour je le ferai avec toi. Bon, il l'a fait sans moi. Bon, ben, nous, on est venu aussi sur le métier des notifs. De toute façon, si tu veux grandir, dans ce marché, t'es obligé de faire du multicanal. Et on n'allait pas rester pure player de l'email. On a rajouté très vite le SMS. Et puis maintenant, c'est rajouté le chat, le push mobile, le push web, le wallet. Voilà. T'as encore bien les mains dans le cambouis dans tout ça, toi? Je suis un homme de produit, donc je suis toujours avec une tête derrière l'épaule les équipes produits. Ça m'intéresse. Ok. Maintenant, je suis plus aussi hands-on sur ces sujets-là. Ma question derrière celle-ci était il y a 2 ans, les Américains pendant un moment, je pense à Gary Vaynerchuk, je sais pas si tu vois qui c'est, un gros, je dirais entrepreneur mais aussi influenceur américain, Gary V. Il était à fond sur le SMS. Et en fait, dans ses communautés et tout, il disait envoyez-moi un SMS, etc. Il récoltait masse de SMS, de numéros de téléphone, parce qu'en fait, il disait c'est le meilleur moyen de toucher les gens. Aux US peut-être. Particulier, parce que le SMS est très cher aux US. C'est un marché qui est très compliqué. Enfin, il n'y a pas le même marché qu'en France sur les US avec le SMS. Mais en tout cas, lui, il disait c'est le seul endroit où t'es pas filtré par. C'est vrai. Et donc, est-ce que selon toi, il y a, enfin. Là, en 2024, il y a un truc à savoir dans tous tes trucs qui marchent, mais tellement mieux que tout le reste. En termes de marketing, en termes de canal, ouais. On s'intéresse de plus en plus aux réseaux sociaux, mais les réseaux sociaux, pas les Facebook et les LinkedIn, etc., mais plus les réseaux de messaging. Ok. Donc, que sont les WhatsApp, ouais. Etc. Pour l'instant, c'est des choses qui sont en R&D chez nous, qui sont pas encore live. Aujourd'hui, on essaie de couvrir vraiment tous les canaux du marketing digital, et surtout pour nos plateformes les plus B2C et celles qui touchent le retail et le e-commerce, on essaie d'être une plateforme omnicanal. Et dès qu'un canal commence à émerger et peut présenter un intérêt pour faire de la campagne, on essaie de l'ajouter à la solution. Ça, c'est vraiment sur la solution user.com, c'est la dernière qui fait partie du groupe. Là, on est vraiment agnostique. Okay. On n'est pas comme Sarbacane des pure players, des très pointus de l'email marketing et du SMS marketing. Là, on est une plateforme surtout data et qui vient interconnecter les données off-site et on-site et qui active toutes sortes de canaux, y compris des canaux contenus sur le site web, du chat. T'as pas souffert un peu de comme t'as pas levé, t'as pas de valo,
externe, t'as pas de... Ah si, c'est si, un peu... Non, mais évidemment, tout le monde a une valo, mais je veux dire, t'es pas coté. Non, je suis pas à côté, mais j'ai des fonds maintenant. Ah, t'as des fonds maintenant. Oui, parce que... T'as ce levé que je disais quand, tout à l'heure, alors c'est Là, que, je en croyais que fait, c'était encore... j'ai le schéma inverse d'une startup. Ok, On démarre Bootstrap, mais tu rattrapes ok. le game à un moment donné parce que tu Ils veux sont rentrés accélérer. quand Ils sont rentrés... alors, j'ai fait entrer un premier fonds qui était Ardian Ok, en 2017, ok, sorti en 2020. ok. C'était une fin de fond, donc l'idée c'était pas de rester longtemps et je connaissais très bien l'équipe. Bon là, c'était une première valorisation qui se met sur la table. C'est aussi, j'avais fait entrer au capital des managers, puisque j'ai quand même, donc j'avais dit que j'étais associé avec Thierry, mais il a fallu racheter ses parts aussi. Thierry est mort en 2013, Ok. donc moi j'ai racheté d'abord la majorité avant dans cette fameuse année 2013 où il disparaît, mais j'ai laissé quelques temps après et j'ai racheté le reste des actions à la famille. Et à un moment donné, je me suis vraiment retrouvé seul. J'avais plus cette association que j'avais avec Thierry à l'époque et qui était vraiment... je pense que en tant qu'entrepreneur, tout le monde sait que c'est bien de pouvoir se livrer de temps en temps entre associés, partager des choses qu'on vit au quotidien. Et ça, je l'avais plus. Et j'ai décidé de le reproduire avec des managers dans mon équipe. Donc j'ai fait entrer en 2015 4-5 managers qui étaient vraiment mon codir Compris de combien l'époque. Qui ont pris 1% chacun. 1% chacun, ok. En fait, ils ont pris 0,5 et je leur ai offert 0,5. C'était le deal. Et on a fait entrer Ardian 2 ans après. Et la valorisation entre ce qu'on avait, ce que moi j'avais dealé avec la famille et celle qu'on a obtenue avec Ardian, c'était déjà une belle culbute pour eux. Ok. Et donc du coup, ça m'a permis de remettre un peu plus. Faut pas le dire trop fort parce que la famille va pas être contente. Non, parce qu'il s'est passé beaucoup de choses dans ces 2 ans. Non, on n'a pas eu de cadeau. Hein, ça, c'est aussi une histoire de famille, c'est que à l'époque avec Thierry, on a créé cette boîte en disant on la crée et potentiellement on la vend ensemble. Mais quand s'est présenté l'occasion de reprendre la majorité, il m'a dit on vend ensemble ou tu reprends, mais tu reprends même condition. Ouais. Donc bon, il y a eu une petite négo quand même sur le prix parce que c'était plus simple pour lui que ce soit moi qui reprenne. Tu me dirais combien ça valait quand tu l'as reprise? Quand j'ai repris, ça valait 2 fois son chiffre d'affaires. Ok. Donc 20 millions. Ah non, parce que c'était un peu plus tôt. Et ouais, bon, c'est vrai que c'est marrant parce que c'est un chiffre, j'ai pas beaucoup communiqué là-dessus, même en interne. Mais non, c'est en 2013, on fait 5 millions. J'ai racheté sur une valeur de 10 millions. C'était à l'époque pour moi vraiment je me suis un peu taillé les veines. Hein. Et d'ailleurs, on me dit souvent, est-ce que tu crois au métier de l'email marketing et tout ce que tu fais aujourd'hui dans le digital pour les 10 prochaines années? À l'époque, en 2013, je me suis vraiment posé la question. Parce que se présenter, soit on vendait ensemble et je refaisais autre chose. On pouvait partir sur des nouvelles technologies, Océan Bleu, et on recréait avec en plus une base financière plus solide, donc un peu plus dérisqué, et voilà. Soit je crois en ce métier et je vais un peu plus loin, et il faut être sûr que dans les 5-10 ans, ce métier existe toujours. Et j'ai réussi à m'auto-convaincre, et aussi par les équipes, que c'était la bonne voie. Et là, t'as combien aujourd'hui du capital? Aujourd'hui, alors j'ai pas été jusqu'au bout de l'histoire avec les fonds, mais on a fait entrer un nouveau fonds en 2020 et un deuxième en 2022. Aujourd'hui, j'ai encore 60% du capital. Ok. Et tu rachèterais les 40% restants? Non, plus maintenant. Plus maintenant parce que aujourd'hui, on est sur une stratégie vraiment je l'ai dit tout à l'heure, de croissance forte par des acquisitions. Et là, je peux plus le faire seul. J'arrive à une taille, et je pense que déjà, on fait 50 millions de chiffre d'affaires, donc c'est une belle taille. Bravo. 60% majoritaire dans son entreprise, de 60 millions dans le software. Je pense que je suis déjà un ovni bien sûr. dans pas mal d'univers. La suite, ce sera sans doute de continuer à faire tourner la table de capi avec peut-être des fonds d'un rang plus grand quand on va arriver autour de 100 millions de revenus. C'est notre objectif à 2026. Et sans doute, ma part au capital va encore se réduire. Demain, 2026. C'est dans 2 ans. Fin 2026. C'est chaud. Ok. Et après, 50 millions, on fait 50 millions aujourd'hui, on faisait 20 millions il y a 2 ans et demi. Hein. C'est chaud. Donc mais c'est chaud parce qu'en effet, t'es sur plein d'autres métiers que l'email et t'as le groupe, on a élargi. Évidemment, mais c'est vrai que l'email qui semble rester assez prégnant dans tout ça. Sur l'ensemble des activités du groupe, l'email, c'est 70% des activités. Ouais. Hein. Mais il y a un truc qui pourrait m'inquiéter, c'est que chez beaucoup de jeunes, tu leur dis, tu m'envoies un email, ils te regardent, de quoi tu parles en fait. Bon, alors quand t'arrives dans le monde professionnel, ça change un peu, mais tu vois, il y a quand même un truc où, même avant de bosser, en fait, mec, tu m'envoies un WhatsApp ou un Snap, mais en fait, l'email,
Je suis assez d'accord, c'est pour ça qu'on s'intéresse aussi à ces nouvelles technologies du messaging, bien qu'elles soient propriétaires, et c'est un peu différent pour nous parce que c'est compliqué, on paye en fait. Hein, le web est en train de devenir propriétaire, ça c'est un sujet, mais bon. C'est pas faux. Tout l'argent va dans des grands groupes. L'email a cette particularité et cette singularité d'être un canal universel, non payant. C'est une chance. Et l'email, bon, je pense a toujours un avenir parce que, comme tu l'as dit, dans le milieu professionnel, on n'a jamais remplacé l'email. Il y a eu beaucoup de dirigeants de grands groupes qui sont vraiment lancés dans la conviction qu'on allait balayer l'email grâce aux réseaux sociaux d'entreprise, etc., etc. En fait, non. Les relations, alors Slack bien sûr en interne et tous ces outils de productivité ont remplacé tout doucement l'email interne, mais l'email externe, il y en aura toujours. Ouais. Et même nous, les emails internes, même si on est geek, oui, je dis interne, mais en fait, comme tu dialogues avec l'extérieur, finalement, tu rebondis en interne. J'en ai besoin. Ouais. Et pour toutes ces plateformes, ça c'est ma petite anecdote, mais pour toutes ces plateformes de productivité qui veulent justement lutter contre l'email, le login c'est l'email. Il te faut un email pour récupérer ton login. C'est l'adresse universelle, et donc tant qu'il y a cette adresse qui perdurera dans la vie numérique, on va dire, tu pourras toujours envoyer du courrier. Et ça reste, je disais tout à l'heure, le canal plébiscité par les destinataires. Sarbacane.com. Alors il y a un truc sur votre site, c'est que vous mettez pas de prix. C'est volontaire? Non, mais après, tu te crées un compte à tel prix. Ok, il n'y a pas de... J'ai regardé les tarifs. Alors, je vois que j'ai 30 jours offerts gratuitement pendant 30 jours. Pas de carte bancaire requise, donc ça, c'est bien. C'est tentant. Si jamais si on vient sur de la part d'OVNI, est-ce que tu peux rajouter un code ou pas? C'est possible? Bien sûr. Okay, on peut avoir quoi? 90 jours offerts au lieu de 30? Ouais, tu peux avoir 90 jours ou même une petite ristourne sur l'abonnement. Hein, allez, à 20% c'est beau, ça. Sur tous les abonnements, c'est possible. À 20% à vie? On peut faire ça à vie. Ouais. Oh la vache, c'est beau ça. J'adore ces négos. C'est ça qui va faire décoller ce podcast peut-être. Non, c'est aussi dans les prochaines 48 heures. À la sortie. Dépêchez-vous. Non, c'est extra de voir ces aventures. Comme ça, françaises, familiales qui décollent comme ça. Qu'est-ce qu'il a manqué quand ton père est parti, au-delà de l'actionnaire avec qui tu fais un ping-pong? Quelles compétences n'étaient plus là? Il est parti alors qu'il était encore associé. Ah, il était jeune, hein, il avait 57 ans. Donc il bossait encore avec toi au quotidien? Ouais. Et puis je disais tout à l'heure, on avait 3 métiers. Non, j'en ai pas parlé de ça, mais on a lancé 3 boîtes. Il y en avait une qui avait déjà lancé avant, c'était Funbridge, du logiciel de bridge sur Internet, que j'ai revendu au fonds HLD en 2016 et qui est devenu une plateforme de conciliation du jeu, pas que de bridge, mais du jeu casual dans le monde entier, qui fait quasiment 100 millions de revenus aujourd'hui. Donc c'est une très grande fierté de se dire que c'est né à cette même époque. Et on a créé une autre boîte un peu plus tard que Sarbacane qui s'appelait Vadet Retro, qui est devenue Vade, Vade Secure, puis ensuite Vade qui vient d'être racheté par un industriel de la cyber allemande, Hornet. Et pourquoi je disais ça? Parce que c'est 3 ans. Oui, pourquoi je disais ça? Heureusement, j'allais dire je vais être associé avec toi, mais c'est bon, on l'est indirectement, donc c'est bien. Enfin, dans plein de boîtes et puis dans OVNI aussi, donc. Oui, alors si, je me souviens. C'est du coup le manque lié au manque. Oui, non, je sais plus où. Parce que je voulais te demander qu'est-ce qu'il a manqué, notamment quand ton père est parti. J'imagine que c'est lié avec une de ses boîtes ou avec ses créations, mais tu vois, il y a un moment où tu bosses avec quelqu'un, tu vois qu'il est plus là du jour au lendemain. Alors au-delà du fait que ce soit ton père, on n'est pas là pour parler de perso, mais j'imagine que ton associé part. Il y a un moment, tu te dis. C'était dur et à la fois libératoire. Enfin, là, je suis presque allongé sur le divan, mais j'ai pu faire des choses que je n'aurais pas pu faire avant. Parce qu'il fallait les négocier de façon très complexe. Avec ton père? Ouais. Finalement, on a bossé 10 ans ensemble, de quasiment 2001 à 2013, 12 ans. Et il s'est passé 11 ans depuis. Donc, c'est quasiment autant. Et c'était très compliqué de parfois le convaincre. Il avait son vécu d'entrepreneur, il y a des choses qu'il voulait plus faire. Et moi, j'étais jeune entrepreneur et j'avais des choses que je voulais... Et il me disait souvent... non mais là, si on fait ça, on va se planter.
parce que de son vécu, il s'était planté à des moments sur l'international, etc. Si on a été tard à l'international, c'est parce qu'on ne voulait pas dépenser de l'argent à l'international. Donc ça a été un peu libératoire sur certains aspects. Et puis j'ai découvert un monde aussi assez vite, parce que justement il fallait racheter les actions à la famille, etc. Dans lequel je me suis beaucoup plu, qui est le monde de la finance. C'est là que j'ai pris aussi un petit peu de champ par rapport vraiment aux opérations bas niveau chez Sarbacane. C'est quand j'ai commencé à m'occuper vraiment de la partie financière du groupe. Parce que c'est lui qui le faisait avant. Non, parce que ça on l'a jamais fait. Okay. On l'a jamais fait. On n'a jamais eu de fonds capital. Enfin, si on avait eu un fonds qui avait, j'ai parlé de 3i il y a très longtemps avant, dans les années 90, mais non, c'était pas notre, enfin en tout cas c'était pas son dada. Lui c'était vraiment le développement d'entreprise pour durer, pour pas forcément faire rentrer des fonds et revendre, etc. derrière. Donc non, j'ai découvert ce monde-là par la suite et j'ai trouvé que c'est un monde passionnant qui pouvait auparavant m'être présenté comme justement hostile et plutôt contre l'entrepreneur, etc. Et en fait, j'ai compris après coup que c'est un vrai partenaire au développement d'entreprise. Je l'ai par exemple la croissance externe. Jamais on n'aurait fait une croissance externe par le passé. Tout était à développer soi-même en organique et on ne va pas racheter un concurrent ou... Oui, mais en fait, la croissance externe, dès lors que tu continues à faire de la croissance organique intelligente, sans aller surinvestir, sans perdre de l'argent ou rentabiliser tes investissements sur 5 ans, 10 ans, alors que tu sais que ton client reste que 5 ans, enfin ça n'a pas de sens, ce que font certains concurrents. Nous, on avait un investissement organique pragmatique, ce qui fait qu'on plafonnait à 10, 15% de croissance. On savait que tout ce qu'on allait chercher au-delà, c'était en surcoût. Ouais. Donc on s'est dit, il faut faire la croissance externe. Et on s'est rendu compte que ce qu'on n'aurait jamais fait auparavant, la croissance externe, c'était salutaire pour aller chercher une croissance plus forte et le fait d'atteindre un cap. Ça a été un grand apprentissage quand j'ai vendu la première des boîtes du groupe, GoToGames, donc la partie bridge, au fonds HLD. C'est qu'ils m'ont accompagné, enfin ils m'ont montré ce que c'était que racheter des boîtes. L'anecdote, c'est que il y avait un concurrent américain, on le connaissait depuis toujours, il était bien moins beau en termes de produits que nous, et ils nous ont dit on va le racheter. J'ai dit mais vous êtes fous, enfin mettez un peu de budget dans du développement marketing, mais le produit il est bien mieux en France. On va aller s'installer aux US et on va les dépasser quoi. C'est pas si compliqué, ça prend un peu de temps et un peu d'argent, mais ça va pas être si lourd, pas autant que de mettre un très très gros chèque sur la table pour racheter l'américain. Si on va la racheter l'américain. Et j'ai compris que 2 ans après, c'est la base client. C'est en fait, tu vas beaucoup plus vite quand des clients sont là et tu remplaces tout doucement après. Et en fait, même si tu as acheté cher cette entreprise, faire des build-up comme ça stratégiques qui te permettent d'avancer plus vite sur un territoire où t'es pas ou sur un segment où t'es pas, ça te permet de changer de dimension. Faut tellement oser, c'est tellement dur ça. Moi, je l'ai fait quelques fois sur du petit bricolage, mais évidemment, ça te permet d'aller plus vite, mais faut oser quand même. Et faut oser le faire assez tôt, même quand tu fais des petites boîtes, quoi, des petits rachats. Mais c'est pas une culture très française. Ça. Non, c'est pas très français. Et on a été culottés sous les premières, très franchement. Et quand je regarde en arrière et je me dis qu'on rachète un concurrent allemand avec nos moyens et sans forcément de fonds pour se dérisquer, etc. C'était assez culotté. C'est pour ça aussi que aujourd'hui je le dis et je le redis, c'est que tout doucement il faut que je m'entoure de partenaires financiers et donc qui prennent une place aussi au capital de plus en plus grande pour prendre toujours plus de risques. Là aujourd'hui on fait 50 millions, si on veut grandir, si on veut faire les 100 millions à horizon 2026, il n'y a pas le choix. Je disais qu'on faisait 15% de croissance organique par an. Si on fait 15% pendant 2 ans, on sera péniblement à 65 millions, 70 millions. Donc il y a 30 millions à aller chercher. 30 millions à aller chercher en revenus, ça commence à faire des gros build-up, des grosses sociétés à racheter. Et ça, non, je peux plus tenir cette croissance seule. J'aimerais bien être Bernard Arnault et Bernard Arnault, c'est pareil. Je pense que je sais pas combien il a de son groupe, mais il a 25% de LVMH. Il a pas 60% ou 100% de sa boîte. C'est que du build-up. En plus, et LVMH, quoi. C'est à l'origine, il a racheté Boussac, dans lequel il y avait Dior, hein. Faut pas l'oublier, hein. Il a créé aucune de ses boîtes. Je dis pas qu'il a rien fait, hein. Je trouve ça remarquable. C'est que du build-up. C'est ça qui est remarquable. Mathieu, je vais te laisser bientôt. Qu'est-ce que tu referais pas si demain t'as un fils? J'ai 2 enfants, un fils et une fille, mais qui sont jeunes. Si jamais tu t'associes demain avec un de tes enfants. Je rêverais de ça.
Mais qu'est-ce que tu ferais pas que vous avez fait? Qu'est-ce que je ferais C'est quoi j'essaierais de ne pas les convaincre que ça ne marchera pas. Bien que je pense que c'est un peu un automatisme, c'est un réflexe. Mais de les laisser vraiment libres de penser, libres de faire. En essayant d'avoir un tout petit contrôle quand même. Ça. Mais oui, c'est les laisser un peu plus libres dans leurs actions. Mais en même temps, là c'est vraiment parce que tu me poses une colle et tu me demandes des choses qui se sont mal passées et qui pourraient mieux se passer. Moi, mon association, on m'a toujours dit c'est pas trop dur. On me dit on te pose plus la question de c'est pas trop dur plutôt que c'est pas génial d'entreprendre en famille. Moi, j'ai plutôt vécu ça très très bien. T'avais effacé la relation père-fils dans le travail? Oui. Oui, dans le travail, vous étiez associés. Oui. Et vraiment, même en famille. C'est-à-dire que le Thierry, que j'arrête pas de dire depuis tout à l'heure, le papa n'existait plus. Je l'appelais papa, je l'appelais Thierry au travail et à la maison. Et on a développé une complicité aussi qui allait bien au-delà du relation père-fils. Si j'étais psy, avec ce que tu m'as dit tout à l'heure, je pourrais dire mais peut-être qu'il a jamais vraiment été ton père, il a été plus ton associé quand tu me dis que... Oh non, c'est pas vrai. J'exagère. Mais c'est vrai que quand on entend ça, on pourrait dire qu'il était jamais là. Non, il était présent, mais il aimait beaucoup sa boîte. Et j'ai découvert ça après, et on a été vraiment complices, et de plein de choses par la suite. Bon, bien sûr, après on devient adulte, mais j'ai l'impression d'avoir vraiment une complicité avec Thierry, complicité d'associés plus que de relation père-fils. Une belle histoire, Mathieu Tarnus. On te suit sur LinkedIn, tu publies un peu? Oui, pas assez. T'as une newsletter? On peut pas, t'envoies pas des mails? J'ai pas de newsletter perso, non. Il va falloir que tu t'y mettes. Et écoute, merci en tout cas pour tout ça. C'est une belle aventure et plein d'apprentissage. Et puis bravo surtout parce que waouh, tu vois, je suis impatient de suivre ça, les 100 millions en 2026 en tout cas. Et quelle ambition, je trouve ça très cool. Tu vois, juste avant, je tournais, on part aux États-Unis là avec Génération Do It Yourself et je tourne un truc sur les Américains parce qu'on va faire un docu autour de tout ça. Et moi, je disais justement, ce qui m'impressionne chez eux, c'est l'ambition sans limite, quoi. Tu vois, et je vois que tu vois, je pourrais dire doucement, mais sûrement quand même, surtout sûrement. Et la profondeur de marché, c'est un marché incroyable. Nous, on s'est obligé à ne pas aller aux US jusque-là. On a eu une filiale aux US il y a une dizaine d'années. On a été un peu foufou quand on a lancé la version 4 de Sarbacane. On s'est dit qu'on allait conquérir le monde. On est très vite revenu un an après. Et on s'est vraiment focusé sur l'Europe. Ouais. Et l'ambition 2026 d'arriver à 100 millions, c'est ensuite de pouvoir aller attaquer les États-Unis. Ouais, parce qu'il y a un côté... quand ça marche aux US, enfin, où la fin d'une entreprise européenne, c'est de se faire racheter par un Américain, tu vois. Donc, on peut peut-être éviter ça. Ou un Européen qui rachète une boîte américaine. C'est tout ce que je te souhaite, Mathieu. Merci pour ton temps, ta transparence, tout ce que tu m'as livré là. On retrouve tout ça sur OVNI, sur la chaîne YouTube, sur toutes les plateformes de podcast. Tiens, tu vas nous dire un petit mot de la fin, juste un mot que les gens qui ont écouté jusqu'au bout peuvent mettre en commentaire de cet épisode pour dire qu'ils ont écouté jusqu'au bout. Durable. Voilà. Si vous avez écouté jusqu'au bout, postez durable, repostez-le, partagez-le. Et puis contactez Mathieu si vous voulez bosser avec lui, si vous êtes son partenaire financier qui va l'accompagner, si vous avez une boîte à vendre, si je sais pas moi, si vous voulez juste lui dire salut et devenir client et puis avoir avec aussi plaisir. 20% ad vitam aeternam. Allez, salut, merci Mathieu. Merci Mathieu. À tous, à bientôt, bisous, profitez bien.